Quand même commettre des erreurs monstrueuses qui produisent les effets aujourd'hui. Mais les premiers effets se font sentir dès 1988. À la fin des années 80, à force d'avoir copié le système soviétique et avoir transformé l'Algérie en système soviétoïde ou soviétisant, de l'industrie industrialisante dans ce pays qui ne pouvait pas le supporter, ce qui signifiait l'abandon de l'agriculture, ce qui signifiait un exode rural monstrueux, amenant les paysans dans les grandes villes, paysans qu'il fallait loger, on les a mis dans des clapiers. Ceux qui sont allés en Algérie savent comment les banlieues des grandes villes sont aujourd'hui mitées par des constructions de type HLM dont on aurait honte, même à Sarcelles ou ailleurs, si vous voulez, des trucs construits par les Allemands de l'Est hier, aujourd'hui par les Chinois. Les populations chassées des campagnes par la ruine de l'agriculture sont venues s'entasser dans des bidonvilles à la proximité des villes. Ça a été un effondrement social et économique qui se manifeste clairement en 1988. Et là, c'est la première et pour l'instant la seule vraie révolution algérienne depuis 1962. C'est le printemps algérien, c'est ce qui explique, et je vais vous dire pourquoi, c'est ce qui explique que les Algériens ne veulent plus de révolution. Octobre 1988, le peuple en a assez, se soulève dans toutes les grandes villes algériennes, la répression est féroce, terrible, il y a des centaines de morts, on n'a jamais su combien exactement, parce que je le disais tout à l'heure à quelqu'un, les chiffres en Algérie, les statistiques, j'en ai dans mon livre, mais il faut se méfier, tout est truqué, les Algériens eux-mêmes le reconnaissent. Il y a eu des centaines de morts. Le régime a été tellement secoué, le FLN était tellement aux abois, ayant perdu tout crédit. À ce moment-là, les militaires qui sont quand même au courant d'un certain nombre de choses se disent « ça ne peut pas durer comme ça ». Au même moment, il y a la perestroïka en Union soviétique. 88, l'Union soviétique a entrepris une politique de réforme, le soutien de Moscou à Alger n'est plus comme avant, on est en train de sortir de la guerre froide, le régime algérien est affaibli et il va lâcher du lest. En 1988, c'est la suppression du régime du parti unique. On autorise une vie démocratique à peu près cohérente, à peu près libre. On assiste à une floraison de partis. L'armée promet qu'elle se retire du jeu politique, en partie, c'est vrai, mais elle reste quand même en embuscade. Les événements suivants vont le prouver. Entre 1988 et 1992, retenez ces dates, c'est le printemps algérien. Liberté d'expression, de communication. C'est un moment exceptionnel qui a été payé très cher par des centaines de morts et qui va se terminer dans l'horreur. Parce qu'entre 88 et 92, le FLN étant dévalorisé, démonétisé, les autres partis laïcs ayant plus ou moins fricoté avec le pouvoir sont eux-mêmes un peu déconsidérés. Une force va émerger, une force va arriver à cristalliser les attentes de la population, les attentes sociales, mais aussi les attentes culturelles, les attentes religieuses, les attentes de valeurs dans cette société totalement matérialiste, coupée des réalités. Eh bien, cette force qui émerge, qui va cristalliser ces aspirations, c'est, vous l'avez deviné, le Front islamique du salut, c'est-à-dire le grand parti islamiste. Et progressivement, avec le recul, c'est facile, mais c'est frappant, on voit le grignotage des islamistes dans la société algérienne. Ça commence par la création de services sociaux, tout ce que l'État ne faisait plus, des pharmacies, des garderies, des écoles, des centres d'assistance aux mamans. Petit à petit, ces services sociaux vont se traduire par la prise de pouvoir politique au niveau des municipalités, puis après au niveau des wilayas et des circonscriptions législatives. En 1990, les islamistes gagnent la quasi-totalité des grandes municipalités. En 1991, premier tour des législatives, c'est un raz-de-marée islamiste. Ils sont à
quelques dizaines de voix d'une majorité absolue. Le FLN est tombé à 5%, les islamistes sont à 49%. Le second tour est prévu début janvier 92, et là, on sait que l'on va vers une majorité et une prise de contrôle totale, absolue du pouvoir politique par les islamistes, avec un programme qui peut faire peur. C'est la charia, enfin en tout cas, c'est l'imposition de la loi islamique selon le programme annoncé par les islamistes. Eh bien là, l'armée qui était derrière, qui surveillait tout ça, il y avait des débats très forts au sein de l'armée. L'armée se dit, si les islamistes prennent le pouvoir, c'est la fin du régime né en 1962, c'est la fin surtout de toutes les prérogatives, de tous les privilèges, de tout ce qui a fait la richesse de dizaines et de centaines de généraux et de colonels pendant toutes ces années 62-92. Eh bien, c'est le coup d'État militaire, c'est le putsch, un haut comité d'État prend le pouvoir. 1992, le printemps algérien s'arrête, et s'arrête dans le sang, parce que 92 va ouvrir une période de guerre civile qu'on peut dire atroce, exceptionnellement meurtrière. Alors là encore les chiffres. 150 000, 200 000 morts en Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, entre 1992 et 1999, avec des pics de massacres. Quand j'en ai fait le compte, on en a la nausée. J'ai relu toute la presse de cette époque-là. C'est incroyable comme tous les jours, la rubrique nécrologique est effrayante de meurtres, d'assassinats, de massacres, de dépeçages, d'éventrations, d'égorgements. Je m'arrête là. Dès entre 95 et 97, c'est le pic de cette guerre civile avec une élimination systématique par les islamistes en plusieurs phases. D'abord des corps en uniforme, policiers, gendarmes, militaires, douaniers. C'est un abattage, mais c'est un abattage industriel. Et les autres vont se défendre et vont à leur tour répliquer, les militaires, les policiers, les gendarmes, les douaniers, de façon terrible. Ce sont les intellectuels, les artistes, ceux qui n'arrivent pas à fuir assez vite, à venir se réfugier en France, tombent sous le couteau, les balles, dans des explosions, sont enlevés, beaucoup disparaissent. Et puis à un moment, à partir de 94, les étrangers, les religieux. Il y avait très peu de religieux catholiques ou chrétiens en Algérie. Je dis on, la plupart sont français, on va dénombrer à la fin 21 martyrs, 21 religieux, qui n'étaient pas des intellectuels, qui étaient religieux, qui témoignaient de quelque chose, une petite flamme, une présence, vont être égorgés, assassinés à Alger et partout, avec l'affaire emblématique que vous avez tous en tête, peut-être qu'il y aura des questions, les moines de Tibérine, mai 1996, 7 moines enlevés, tués dans des conditions qui restent en partie mystérieuses. Décapités. Là, on assiste à une période 92-99, avec le pic 95-97, une période terrible qui met un point final au printemps algérien et qui, aujourd'hui, est dans la tête de tous les Algériens. Quand vous les interrogez, vous leur demandez « Mais pourquoi il n'y a pas de printemps arabe chez vous, comme il y a eu en Tunisie, en Égypte, en Libye, ailleurs ?» Et tous, y compris les plus jeunes, vous répondent en souriant « Mais nous l'avons eu, notre printemps. » Ah bon ? 1988, 1992. Et pour eux, ces années-là de printemps, c'est synonyme de meurtre, de massacre de masse, de disparition massive, d'effondrement moral du pays. C'est un traumatisme dont ils ne sont pas sortis. Les plus jeunes ne l'ont pas connu. Et pourtant, enfin pas directement, mais ils ont entendu dans les familles, les grands-pères et les parents en parler. Et quand les grands-pères et les parents n'en parlent pas et que les enfants ou les plus jeunes interrogent, ils n'ont souvent pas la réponse et c'est encore pire. Il y a une zone grise, une ombre, hein, le géant qui a peur de son ombre, des ombres dans la société algérienne, dans la mémoire, pas celle de la guerre d'Algérie, celle des années 90. Et ça pèse. On l'évalue mal quand on est en France, quand on regarde ça d'un peu loin, comme on a mal évalué le traumatisme du 11 septembre 2001 aux États-Unis, qui a justifié toutes ces guerres folles lancées par les États-Unis. Mais attaqués sur leur sol,
ils avaient ce traumatisme en tête et ça a justifié tout pour eux. Et bien de la même façon, aujourd'hui, ce souvenir, ce traumatisme des années de guerre et de massacre fait que les Algériens semblent passifs. Il y a d'autres raisons, j'y viens tout de suite quand je vais vous parler de l'économie, d'autres raisons, mais ce traumatisme est au cœur de ce souvenir qui reste verrouillé. Parce que quand Bouteflika est élu président en 1999, c'est à la fois sa force et aussi sa grande faiblesse dans la durée. Il décide une politique, lui et les militaires, ça avait commencé un peu avec lui, avec son prédécesseur, mais en gros c'est Bouteflika qui met en scène tout ça. Il décide une politique de concorde civile, de pardon. Pourquoi pas, il fallait en finir. Mais cette politique de pardon s'est révélée très pernicieuse parce qu'il n'y a pas eu, à la différence d'autres pays qui ont connu des moments très difficiles, je pense à l'Afrique du Sud, quand Mandela arrive au pouvoir, le régime d'apartheid est balayé, les Sud-Africains et Mandela, dans leur grande sagesse, décident de mettre en place une commission vérité et réconciliation. Vérité par la justice, par des procès qui souvent seront conclus sur des peines presque symboliques, sur des peines permettant au chef de l'État de gracier, de passer l'éponge, mais la justice sera passée à ce moment-là, les familles auront pu expliquer ce qui s'était passé, comprendre le sort de leurs proches, et ça a contribué à apaiser énormément l'Afrique du Sud. En Algérie, rien de tout ça. Ça a été réconciliation sans vérité. Il n'y a pas eu de procès. Le choix de l'Algérie, des dirigeants, ça a été de dire on oublie tout et on reprend la vie comme avant. Sauf que là encore, aujourd'hui en Algérie, c'est très difficile pour les Algériens d'en parler, même s'il y a des associations, des mouvements qui cherchent à continuer ce combat. Il ne faut plus parler des islamistes réintégrés dans la société qui ont du sang sur les mains. Les Algériens qui ont souffert des disparitions mises sur le compte des islamistes, mais aussi mises sur le compte des forces de police ou militaires, voient tous les jours des islamistes reprendre leur commerce et la vie normale, ou des militaires continuer à occuper leurs fonctions alors qu'ils ont du sang sur les mains et que la justice n'est pas passée. Et ça encore, dans la vie au quotidien en Algérie, c'est l'entretien du traumatisme sans assouvir la soif de justice qui est celle des milliers de familles dont des membres ont été tués ou sont portés disparus depuis 15-20 ans. Donc là, il y a une politique de réconciliation qui a permis de faire revenir dans le circuit, évidemment, des islamistes réintégrés dans l'économie et même la vie politique. Mais finalement, la justice n'étant pas passée, il y a une frustration réelle dans l'opinion. Mais le jeu des militaires et du pouvoir, c'est évidemment d'apaiser, d'en finir avec les guerres civiles, de faire revenir des islamistes, mais aussi, on le sait bien, ça a été de blanchir tous les militaires qui avaient du sang sur les mains. Des militaires qui aujourd'hui, quand ils quittent ou s'ils devaient quitter l'Algérie, seraient aussitôt arrêtés parce qu'ils ont des dizaines de plaintes sur le dos, à commencer par le général Khaled Nezzar qui a été l'éradicateur en chef de cette période, général en chef, patron de l'armée algérienne, ministre de la Défense. Khaled Nezzar est sorti il y a 2-3 ans, je raconte ça dans le livre, d'Algérie. Il est allé en Suisse pour se faire soigner. Il a été aussitôt arrêté par la justice helvétique. Il a été exfiltré sous promesse de revenir pour un procès. Mais tous les généraux et colonels algériens qui ont trempé dans cette guerre savent qu'aujourd'hui, s'ils sortent du pays, ils ont leur place à la Cour pénale internationale de La Haye. D'où cette politique de réconciliation apparente voulue par Bouteflika et le régime pour qu'ils puissent quand même vivre à peu près en paix dans leur pays. En réalité, rien n'est réglé de ce côté-là non plus. Le verrouillage continue sur ce plan-là. Alors, troisième chapitre, avant de terminer sur le désenchantement de la population, c'est celui de l'économie. Je vous ai dit que les chiffres étaient truqués. Bon, on a quand même un certain nombre de réalités qui sont celles d'une économie a priori extrêmement riche et d'une population malheureusement très pauvre. C'est une économie qui fonctionne de façon aberrante, selon un modèle bien connu,
qui a failli emporter notamment les Pays-Bas à une certaine époque. Quand les Pays-Bas découvrent le pétrole, c'est la folie, c'est l'euphorie. Et jusqu'au moment où les Hollandais se sont rendus compte qu'ils étaient en train de s'affaisser sur tous les plans, que l'argent facile généré par le gaz était en train de ruiner leur industrie et de ruiner la capacité de travail des Hollandais. Ça s'est appelé le Dutch disease, en anglais la maladie hollandaise, qui est aujourd'hui un terme consacré chez les économistes. Eh bien, le Dutch disease a frappé et continue de frapper, de ronger l'Algérie, qui ne s'est pas sortie de cette maladie de la rente pétrolière et gazière. Pour être simple, l'Algérie est en train en ce moment d'exporter sa richesse et d'importer la pauvreté. Sa richesse, c'est le pétrole et le gaz qu'elle vend à des cours très très hauts, parce que c'est le cas en ce moment, avec à l'heure actuelle 210 milliards de dollars de réserves financières liées à ces ressources pétrolières. Donc l'Algérie exporte à tout va, sans développer son appareil de production industrielle, sans développer ou reprendre le développement de son agriculture. Et pendant qu'elle exporte des richesses, elle importe tout. Donc elle importe sa pauvreté future. Elle importe jusqu'à 90% de ses besoins en consommation. L'Algérie importe de l'huile d'olive. L'Algérie importe de la semoule de blé, importe du lait. L'Algérie, le savez-vous, importe du sable. Les 2/3 de l'Algérie est formé de sable. C'est anecdotique, c'est un peu caricatural, mais oui, l'Algérie importe du sable pour le dispositif de freinage des tramways d'Alger. Pourquoi ne peut-on pas aller chercher du sable en Algérie? Mais parce qu'il y a des circuits d'importation qui aujourd'hui structurent l'économie algérienne et enrichissent les gens qui tiennent le régime, d'une part, et les islamistes, les grandes fortunes islamistes que Bouteflika a remis dans le circuit et qui aujourd'hui contrôlent aussi une partie des circuits d'importation. Et ces gens-là préfèrent importer à outrance, parce qu'ils touchent à chaque fois, plutôt que de développer localement, nationalement, l'appareil productif, agricole ou industriel. Le sable en Algérie est importé d'où? D'Espagne. Mais d'où vient le sable espagnol? Il vient du Maroc. Les Espagnols achètent du sable au Maroc qu'ils revendent à l'Algérie. Et les Algériens en sont un peu vexés, parce que le Maroc, c'est l'ennemi héréditaire de l'Algérie. Eh bien, leur tramway d'Alger, qui est un superbe outil, fonctionne avec du sable marocain importé à travers l'Espagne. Mais ça n'est pas fini. Je vous ai dit que l'agriculture algérienne a été ruinée par le système soviétoïde des années 60, 70, 80, 90, 2000. Le symbole de cette agriculture, c'était la mitidja. Les plus anciens savent le mythe de la mitidja, des marais putrides, insalubres, développés à l'origine par les Romains. Les Romains avaient développé la mitidja. C'était tombé au moment des invasions arabes. Les Français, à partir de 1830, avec des hauts et des bas, remettent en valeur la mitidja au prix de milliers de morts, les fièvres, etc. Tout se met en place, les routes, les canaux. On ne va pas idéaliser, mais en gros, en 62, la mitidja exporte des oranges, du vin, des raisins et du vin aussi, des olives et tout ce qu'il faut pour fournir la base de culture d'exportation. Aujourd'hui, la mitidja est un crève-cœur. Je suis allé en Algérie avec nos lecteurs, j'avais prévu un circuit dans la mitidja, c'était triste à voir. Nous sommes allés, j'avais prévu là aussi une visite instructive dans une usine de jus de fruits. Vous savez que c'est dans la mitidja qu'a été inventé l'orangina. Le docteur, je ne sais plus comment, qui avait déposé le brevet, c'est là où est né l'orangina. La visite d'une usine de jus de fruits des frères Belfard, deux Algériens, quinquagénaires, qui ont développé une très belle affaire. Leur usine de jus de fruits produit des jus vendus dans toute l'Algérie, jusqu'en Afrique noire au Sénégal. Et à la fin de la visite, dégustation de jus de fruits. Et quand même, je dis à M. Belfard, mais M. Belfard, on a vu des machines formidables, des machines allemandes qui produisent des jus de fruits, mais on n'a pas vu beaucoup d'oranges. Où sont les oranges? Ah, les belles oranges de la mitidja. Oui, mais où sont-elles? Nous n'utilisons pas d'oranges. Ah bon? Mais d'où viennent ces jus de fruits alors? Et là, un peu gêné, M. Belfard nous a répondu,
gêné mais franc quand même, nous a dit en réalité nos oranges, nous les faisons avec des extraits d'oranges. Ah bon? Et les extraits fabriqués en Allemagne. Ah bon? Et en Allemagne, l'Allemagne ne produit pas d'oranges pourtant. Non, parce que les extraits fabriqués en Allemagne viennent de, je ne sais plus le terme scientifique, viennent du Brésil. C'est-à-dire que le Brésil exporte le produit de base en Allemagne, les extraits sont faits en Allemagne et vendus aux Algériens qui en font des jus de fruits. Ils mettent de l'eau et du sucre et voilà. Je pose la question à M. Belfard, mais M. Belfard, toutes ces belles oranges que vous avez, pourquoi n'avez-vous pas développé ces extraits? C'est des choix d'avant. Mais pourquoi ces choix, vous n'êtes pas revenu sur ces choix? C'est le gouvernement. Pensez-vous que ce soit possible d'avoir des extraits? Oui, bien sûr. Allez-vous le faire? On verra. Et c'est à l'image des réponses de beaucoup de producteurs qui sont eux-mêmes vexés, qui savent qu'ils pourraient développer. Mais le système qui n'est pas complètement sorti du socialisme, qui a produit les effets ailleurs que l'on sait, le système ne sait pas et ne veut pas surtout se réadapter pour reprendre le développement de production locale, nationale, qui pourrait faire de l'Algérie un géant agricole de la Méditerranée. Il y a de l'eau, du soleil, des terres extrêmement fertiles, il y a des possibilités d'exportation par des ports, je ne parle pas du tourisme, 1200 km de côte, magnifique, et un système hôtelier digne de la Bulgarie. On en est là. L'Algérie est sous-dimensionnée en termes d'hôtellerie. L'agriculture, c'est ça. Simplement, pour aller très vite, un extrait que j'ai mis dans mon bouquin de ce que... est-ce que je vais le retrouver? De ce que disent... Voilà, de ce que disent des auteurs algériens contemporains, pas des Français nostalgiques de l'ère coloniale, non, des auteurs algériens contemporains qui racontent leur pays. J'en cite beaucoup, Boualem Sansal, Yasmina Khadra et beaucoup d'autres, Maïssa Bey, etc. Et là, c'est un extrait des Agneaux du Seigneur, Yasmina Khadra, il avait 7 ans en 62. Et il raconte, alors c'est une scène du bouquin, ces deux héros sont dans la Mitidja, c'est le dialogue. Tu te souviens des vignes qui n'en finissaient plus de se ramifier à travers la vallée, des pluies qui nous obéissaient au doigt et à l'œil,